L'objet de cette conférence, pour nous, c'est de se centrer un peu sur un des droits fondamentaux de l'homme, qui est le droit à la différence. On a un peu orienté la conférence sur ce thème. Christiane Noireau, qui est ici présente, travaille avec nous dans le cadre de l'équipe d'Enix et coach dans le cadre d'un réseau de professionnels avec lesquels nous avons l'habitude de travailler, donc d'utiliser les compétences des uns et des autres en fonction des problématiques ou des besoins de nos clients en termes d'accompagnement. Vous verrez sur notre site, alors comme on n'a pas le PowerPoint, je vais vous donner le site de notre structure, centre de bilan. C'est Enix, E-N-I-X-E, Enixe, profil conseil, tout attaché, tout au singulier.fr. Enix, profil conseil, tout attaché, tout au singulier.fr. Bon, vous aurez peut-être tout à l'heure, quand le PowerPoint fonctionnera, vous aurez plus d'informations. Donc vous verrez sur notre site un peu la tête des uns et des autres et des compétences. En gros, pour nous présenter, moi je travaille principalement sur le dépistage maintenant des enfants précoces ou des problématiques de troubles liés aux troubles d'apprentissage chez le précoce ou chez un enfant tout venant. Je travaille également dans l'entreprise pour accompagner les adultes en phase de changement, en demande de réorientation. Dans le cadre de la formation continue, nous avons les habilitations du fonds GESIF, qui est un fonds qui finance les bilans qu'on propose. On est agréé par ce centre. Évidemment passionné par les problématiques de changement et d'identification des profils et des dons pour les mettre en phase avec les besoins de l'entreprise. Et Christiane Noireau, donc ici présente, a travaillé 15 ans dans le conseil et l'organisation en informatique. Et tu as été aussi manager et à la direction de grands projets internationaux chez Lafarge, mais aussi dans d'autres structures. Voilà, et Christiane Noireau, qui a beaucoup de recul et une capacité à analyser des données personnelles, entreprises et mondialisation, fait de l'accompagnement coaching de haut potentiel, et demain, elle nous fera partager son expérience d'accompagnement des hauts potentiels sous l'angle coaching. Alors, il me semble important de vous rappeler que depuis, on va dire, grosso modo, une cinquantaine d'années, deux grandes associations internationales ont vraiment œuvré pour que dans les textes de loi puisse apparaître cette reconnaissance du droit à la différence. On a le MENSA et nous avons aussi Eurotalent, qui est le premier à avoir proposé une recommandation au Conseil de l'Europe, qui a eu une incidence ensuite sur les textes de loi en France au niveau de l'éducation nationale, repris dans le cadre du rapport de Laubier. Est-ce que vous avez entendu parler du rapport de Laubier? Oui. Qui reprend, alors il y a un certain nombre de points qu'on a développés sur le PowerPoint. Je vais peut-être les reprendre quand même pour vous donner un petit peu l'esprit. Alors, entre le fait qu'ils aient été évoqués, qu'ils sont inscrits dans les textes de loi et qui passent au niveau du site éducation nationale du gouvernement, et leur application pour les enfants précoces et un accompagnement spécifique à la précocité, le pas n'est pas encore fait. Voilà, donc nous parlerons aussi, on va avoir un échange autour de comment est-ce que ça se passe en France et comment ça se passe ailleurs, quelles seraient les clés d'orientation pour que les accompagnements de toutes les différences à l'école, et pas seulement des enfants en difficulté, puissent rentrer dans les principes d'accompagnement de notre pédagogie en France. Alors nous avons des traducteurs. Est-ce qu'il y a besoin d'une traduction? Est-ce que vous suivez à peu près tous en français la conférence? C'est bon pour tout le monde, ça va? Bon, merci Colette. Du petit résumé. Alors, peut-être que le PowerPoint va fonctionner. Non, toujours pas. Bon. Alors, donc les propositions qui avaient été retenues suite à la proposition d'Eurotalent dans le rapport de Laubier, c'est et l'esprit de la conférence, c'est pas de dire
il faut absolument défendre et protéger les droits des enfants surdoués, c'est de dire, au regard de la psychodiversité, il est important que tous les enfants et tous les cas différents qu'on va rencontrer dans l'accompagnement d'enfants avec des atypicités soient pris en compte. Sachant que jusqu'à présent, et pendant très longtemps, l'école française s'est vraiment centrée sur les enfants en difficulté, hein, pensant qu'un enfant doué, par définition, devait réussir puisqu'il avait des facilités. Or, ce que le Mensa et Eurotalent ont vraiment mis en évidence, hein, c'est toutes les réelles difficultés liées au décalage et à l'avance intellectuelle que peuvent rencontrer les EIP, avec toutes les conséquences aujourd'hui qu'on connaît qui entraînent des troubles d'intégration socio-émotionnelle, des troubles des conduites, des risques d'exclusion et des risques de déscolarisation qui sont quand même majeurs. Et puis ça veut dire que l'enfant rentre en communication avec le monde environnant de manière inadaptée, avec des souffrances, et ne construit pas une relation épanouissante et ne s'entraîne pas à pouvoir être dans le partage, à pouvoir être dans la coélaboration de réflexion. Enfin, c'est vraiment un gâchis qui est aujourd'hui visible pour tout le monde, sauf que l'éducation nationale a beaucoup de mal à pouvoir avancer sur la manière d'accompagner les enfants en avance scolaire à l'école. Alors, sur les propositions, bon, je ne vais peut-être pas toutes vous les donner, mais en quelques mots, c'est mieux connaître les élèves intellectuellement précoces, c'est prévenir les difficultés. Hein, encore aujourd'hui, on voit dans ce texte, on est sur prévenir les difficultés, mais dans la réalité de la pratique, finalement, dans les écoles, on va mettre en place des mesures d'accompagnement à partir du moment où l'enfant est en zone de risque majeur, et souvent en décrochage, et il a souvent 10-12 ans. Adapter les rythmes d'apprentissage aux besoins de chacun. Hein, encore une fois, on n'est pas centré sur la douance, il n'y a pas d'opposition entre l'enfant doué et l'enfant tout venant, c'est l'intégration et la gestion de la psychodiversité au sein de nos écoles. Donc, la dernière proposition du rapport de Laubier, hein, qui date de 2002, c'est définir des stratégies globales de prise en charge des élèves manifestant des aptitudes particulières. Chaque enfant et chaque enfant précoce est à prendre en cas particulier. Donc, bon, grâce quand même à ces enfants-là, on commence à réfléchir à des prismes sur le plan on met en place des prismes sur le plan de la manière de réfléchir à la pédagogie, hein, sachant que par définition, généralement, un enfant précoce a des facilités pour intégrer l'apprentissage. Or, il ne les intègre pas si facilement que ça. Pour quelles raisons? Donc, c'est pas uniquement une question de technicité pédagogique. Hein, et nous verrons plus loin. Comment est-ce que globalement on peut repenser la pédagogie pour tous les enfants, pas seulement pour les enfants précoces. Colette? J'ai besoin d'exprimer quelque chose que je ressens mal. C'est quand vous parlez d'un enfant qui est dans la douance, d'accord, mais que vous parliez d'un enfant tout venant, je le vis très mal. Oui, peut-être que le terme n'est pas approprié. Mais il me semble. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite connotation péjorative. Moi, je ne le sens pas bien. Oui, enfin, c'est pas tellement l'esprit. Justement, on est, nous, attentifs à tous les enfants sont importants et que l'accompagnement soit adapté pour que le développement soit optimum. Mais j'avais besoin de l'exprimer. Oui, non, mais vous avez raison. Mais vous savez, même les enfants précoces, on voit bien, nous, quand on travaille dans l'entreprise devenue à l'âge adulte, la précocité, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et ce qu'il faut, c'est accompagner au cas par cas, au moment où l'enfant a besoin. Et je dirais, j'ai des enfants qui n'étaient pas particulièrement en avance sur le plan scolaire petit, donc je ne parle pas de précocité, hein, je parle d'identification de performance, et qu'en termes de stade de développement, tout ça c'est très complexe, et que c'est pour ça c'est si compliqué de pouvoir définir la notion de précocité, parce qu'elle peut être fluctuante dans le temps, elle va correspondre à un certain nombre de particularités de développement qui ne sont pas homogènes pour chacun des enfants. Mais je dirais quand même que dans la population, on a des enfants, quand je dis tout venant, c'est des enfants qui sont intégrés, qui ont un développement normalisé. Hein. Donc ceux-là, on en a un plus grand nombre et ils sont en général plus faciles à accompagner globalement puisqu'ils sont dans une norme. Donc comme la norme, elle est souvent aussi établie à l'école pour des enfants, je dirais, qui correspondent aux 50% de la courbe de développement gaussienne. En gros, c'est quand même ceux-là qu'on a tendance à plus facilement rencontrer.
hein, donc qui sont mieux intégrés globalement. Voilà, peut-être pour nuancer Merci. votre remarque, qui est justifiée absolument. Hein. Mais bon, comment les appeler enfants 50% dans la norme normodéveloppés. Et ça ne veut pas dire que, je dirais, le développement, c'est l'intelligence, et ça c'est bien qu'on ait ce débat-là, parce que l'intelligence, c'est extrêmement difficile de définir, c'est pas ce que va mesurer les tests, hein, on rentre dans un débat qui... C'est pour ça que j'ai introduit quand même cette conférence en disant l'importance, finalement, c'est de s'adapter au cas par cas. Hein, précoce ou pas précoce, de toute façon, on rencontre une certaine diversité. Mais il est clair que les enfants à 50% normaux développés sont quand même beaucoup plus et mieux gérés par l'école que ceux qui sont sur les extrêmes de la courbe gaussienne. Alors, j'avance encore un tout petit peu. Donc, bon, ce qui me paraît peut-être intéressant, c'est peut-être pour qu'on ait des cas un petit peu concrets, qu'on puisse rentrer en discussion. Sur les enfants qui sont en avance, ils ne sont pas toujours globalement en avance, et peut-être pouvons-nous nous arrêter sur 2 cas d'accompagnement que nous avons eus au centre, qui sont un enfant à haut potentiel que je vais appeler Pascal, que j'ai dépisté à 10 ans et qui en a 18 aujourd'hui, et un autre Louis, qui présentait tous les deux des très fortes avances intellectuelles, avec chacun, pour l'un une dyslexie, pour l'autre une dyspraxie. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, on est de toute façon, quand on fait du bilan et du dépistage, il faut prendre en compte la globalité de la problématique, et que quand on fait un bon bilan et que déjà on peut donner à l'enseignante le profil de l'enfant, et bien déjà, ne serait-ce que avec un peu de bonne volonté, en regardant avec les bonnes lunettes, l'enseignante est à 50% capable de naturellement bien accompagner l'élève. Hein, sauf qu'en France, maintenant, on demande à mettre en place des concertations, passer par la maison du handicap, on met 12 mois à avoir les résultats, et puis il faut après que les orthophonistes se concertent avec les enseignants, avec les principaux de collège quand on est au collège. Enfin, on rentre dans des choses excessivement compliquées alors qu'on pourrait faire simple. Bon. Alors, pour ces 2 enfants, devenus maintenant de jeunes adultes, eh ben, on a eu une problématique pour Pascal qui était le formalisme de l'enseignant, qui se basait sur la capacité à écrire. Alors, il n'était pas dyslexique, il était surtout dysorthographique, entraînant quand même une difficulté, une lenteur pour pouvoir accéder au traitement des énoncés. Donc, la dyslexie freine chez l'élève l'accès à l'information écrite. Donc, en général, avec du tiers-temps, avec un certain nombre de précautions, hein, c'est-à-dire qu'on leur laisse plus de temps, on leur donne des supports qui soient écrits relativement gros, et on leur demande d'extraire, c'est pour ça qu'ils ont plus de temps, et de simplifier les données dans des énoncés complexes. Et là, quand j'ai repéré ce jeune Pascal, il avait 10 ans, et la densité de l'information montait avec le niveau scolaire, il était en CM2, les énoncés étant plus longs. Il était en difficulté pour extraire et pour restituer. Et à chaque fois, il perdait des points, ou il zappait une information. Il perdait des points parce qu'il y avait des fautes d'orthographe, parce qu'il n'allait pas jusqu'au bout de ses idées, parce qu'il ne pouvait pas finir son exercice dans les temps donnés. Donc on avait même parlé de redoublement pour ce jeune. Alors qu'on avait, donc les parents sont venus et on avait déjà fait le bilan. Donc comment l'école traite ces informations, il était manifestement excessivement en avance, et dans tous les domaines. Il suffisait de l'interroger à l'oral, et on voyait bien qu'il était au plafond de ses connaissances. Et pourtant, on a parlé de redoublement pour ce jeune. Donc, bon, on a mis en place les accompagnements nécessaires. On a demandé du coup à ce qu'il y ait un PPRE qui soit mis en place. Donc, on a fait pression pour utiliser le système, alors qu'on pouvait le faire vraiment. Il y avait 3 mesures simples à prendre en compte. En plus, il était dyslexique, mais il n'avait pas de trouble de la mémorisation. Parce que souvent, le dyslexie s'accompagne d'un trouble de la mémoire de travail immédiate, c'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup de temps pour intégrer et mémoriser des informations auditives ou visuelles, ça dépend de la dyslexie. Bon. Donc là, on a bien identifié le profil, il n'y avait pas de trouble